Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien, j'espère que vous allez bien. Pour ceux que je n'ai pas eu encore sur la vidéo de Elena Blavatsky, je voulais vous souhaiter une meilleure nouvelle année 2026. Espérons qu'elle va démarrer sur les chapeaux de roue avec plein de bonnes choses et franchement, qu'on s'en sorte un petit peu plus et que tout se passe très bien. En tout cas, que la vie soit un petit peu plus facile. Pour tout le monde, pensez toujours à bien vous écouter, à bien suivre votre chemin, à ne pas, sortir parfois de la logique si votre instinct vous désigne une direction et que la vie montre autre chose. Réfléchissez bien sur vos choix. 2026 est un nouveau cycle pour beaucoup de personnes, donc on y pense, on abat les anciens schémas et on part sur de nouvelles choses qui nous conviennent un peu mieux. Voilà, nous allons reprendre aujourd'hui la lecture de Jolivet de Castello, Comment devient-on alchimiste ? Je vous préviens, je sors d'une laryngite assez forte, j'ai la voix encore un petit peu fragile, j'espère que ça va aller. Donc pour ceux qui ont suivi sur la page membre, vous avez bien vu que c'était un petit peu compliqué, mais ici, ça va un petit peu mieux de jour en jour, donc ça devrait être assez intéressant. Ici, on va démarrer par la première partie. Sur cette première partie, on a plusieurs choses. On va avoir tout d'abord l'alchimie et la kabbale, tarot, septénaire des principes. Correspondance. Numéro 1, le battleur. Force absolue, Dieu, mal. 2, la papesse. Matière, nature, féminin. 3, impératrice. Énergie, mouvement, Saint-Esprit, neutre. 4. Empereur. Vie, naissance, croix symbolique. 5. Pape. Intelligence universelle. 6. Amoureux. Équilibre, analogie des contraires. 7. Chariot. Lumière astrale, réalisation. Le lecteur trouvera de lui-même facilement l'application de ces correspondances en étudiant les rapports de l'alchimie et de la kabbale indiqués dans nos chapitres. Pour le point de vue purement spagyrique, qu'il se rapporte au tarot alchimique. Voilà, donc là on a uniquement ces 7 arcanes majeurs qui sont cités et on va enchaîner directement sur le chapitre 1er, l'alchimie kabbalistique. C'est parti, je rappelle pour les gens qui tombent sur la vidéo par hasard sur la chaîne, il faut vous rapporter au début de la playlist, puisque là il s'agit de la 3e vidéo du livre. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Nous allons exposer succinctement, en ce chapitre, les rapports qui existent entre l'alchimie traditionnelle et les révélations de la kabbale. La kabbale, on le sait, constitue la doctrine ancienne absolument parfaite, originaire des temples ariens, hindous, égyptiens, chaldéens. Elle devint ensuite la propriété exclusive de la race sémitique, car les prêtres juifs, seuls alors, se rattachaient intimement aux initiations de l'Égypte. Les données de la kabbale s'adaptent aux 3 plans de la nature. Le plan intellectuel, le plan astral et le plan matériel. L'hermétisme, en conséquence, ne fournit toutes ces clés que kabbalistiquement. L'alchimiste est toujours, aujourd'hui comme autrefois, un prêtre qui base ses travaux d'ordre physique et d'ordre moral sur les hiéroglyphes et les calculs algébriques de la genèse primordiale, laquelle n'est autre encore que le tarot. Tarot et kabbale sont synonymes. La kabbale interprète seulement l'alphabet d'Hermès. Tout le succès de l'œuvre, on le verra par la suite, dépend donc de l'évolution du mage alchimiste sur l'échelle tri-une de la vérité. Tri-une, c'est TRI-1, avec un T majuscule, un U majuscule. Le tableau ci-contre, tiré de la très profonde étude de Maître Ed Blitz, paru dans l'Initiation, indique les correspondances entre les opérations du grand œuvre et les signes du zodiaque d'une part, les planètes influençant le résultat d'autre part. Et, enfin, les corrélations qui existent entre les forces de la kabbale personnifiées par les fils de Jacob et les gemmes diverses. Donc, ici,
on va voir le tableau pour ceux qui peuvent pas le voir. On a vraiment pas mal de choses intéressantes. Donc on va avoir par exemple gemme du rationnel, couleur des gemmes, corrélation des fils de Jacob avec les pierres du rationnel, planète attribuée aux fils de Jacob, signe attribué aux fils de Jacob, les symboles, signification des symboles en hermétisme. Donc ici c'est un tableau de la symbolique hermétique du rationnel et c'est tiré de la maçonnerie d'York de Monsieur Blitz, initiation 1895. Donc je vais vous lire quand même, je vais vous faire les corrélations pour ceux qui ne peuvent pas voir ou qui écoutent seulement à l'audio. Donc sur les gemmes, on va commencer par la sardoine. La sardoine, c'est un dérivé, enfin c'est de la même famille que les cornalines, d'accord? C'est juste qu'elle est un peu plus marron. Voilà. Mais ça dérive de la cornaline qui est aussi la famille des agates. Donc sardoine, brun foncé, corrélation du fils de Jacob avec les pierres du rationnel, c'est Ruben. Et la planète attribuée au fils de Jacob, ça va être la planète Saturne. Donc là, on a juste son symbole. Les signes attribués, donc la partie zodiaque, puisque la partie zodiaque réunit les trois colonnes signes attribués au fils de Jacob, les symboles, la signification des symboles en hermétisme. Bon, c'est pas utile que je vous redonne le symbole, puisque je vais vous donner le signe directement. Donc voilà, sardoine, brun foncé, Ruben, avec Saturne, et ça va être attribué ici au signe du Verseau, avec la signification des symboles en hermétisme, la multiplication. Deuxième ligne, topaze jaune, donc un topaze jaune, habituellement c'est bleu, ici il va être jaune. Corrélation avec le fils de Jacob, avec les pierres du rationnel, ça va être Judas. On est attribué en planète à la Lune ou au Soleil, avec le signe du Lion, et ça va être en rapport avec la signification des symboles en hermétisme à la digestion. Ensuite, on va avoir l'émeraude, vert, corrélation des fils de Jacob avec les pierres du rationnel Lévi, et attribué pareil aux planètes, alors là, Soleil ou Lune, pour le Gémeaux, et comme signification des symboles en hermétisme, fixation. Alors l'escarboucle rouge Benjamin avec la planète Mars qui est associée au Capricorne et la fermentation. On continue avec le saphir bleu Joseph. Ici on aura Vénus avec la Vierge et la distillation. Ensuite on va avoir jaspe jaune orangé Manassé, la planète Jupiter avec le Scorpion et la séparation. Ligure, donc la gemme du rationnel Ligure, associée à la couleur vert pomme. Zabulon, comme corrélation des fils de Jacob avec les pierres du rationnel. Là, on va avoir la planète Vénus, mais à l'envers. Et si je fais bien mes recherches, il s'agit du cuivre philosophique. Si je ne me trompe pas, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires s'il y a besoin. Donc Vénus qui serait inversée verticalement, qui serait attribué au cuivre philosophique, principe de Vénus en sublimation. Donc, en signe correspondant, on aurait le cancer avec comme symbole hermétisme, comme symbole la dissolution. Ensuite, on va avoir l'agate gris strié noir à Sachar. Là, on n'a pas de planète. Et pour les autres, d'ailleurs, on n'aura plus de planète, d'accord? Donc, on sera en relation avec le taureau et en signification en hermétisme, la congélation. L'améthyste, rouge violacé, Gad, Sagittaire, l'incinération. La chrysolite, jaune d'or, Dan, balance et sublimation. Onyx, blanc grisâtre. Alors l'onyx aujourd'hui est noir là principalement, enfin dans ce qu'on trouve, avec Nephtali, bélier, calcination. Béryl, vert sombre, attention, on peut avoir des béryls de toutes les couleurs. Il faut savoir qu'une aigue marine, par exemple, c'est un béryl aussi. Une morganite, c'est aussi un béryl. Donc on a des béryls verts, comme on a aussi des béryls jaunes comme les lieux d'or, hein, attention. Béryl donc vert sombre, azer, poisson, projection. Donc je vous ai donné des éléments aussi sur les pierres, sachant qu'ici on est sur quelque chose de symbolique. Donc bien sûr il faudra respecter plutôt l'idée du tableau. Moi, ce que je vous donne, c'est des choses concrètes, du réel, des pierres connues ici. Mais bien entendu, dans le principe alchimique, on est tous sur des codages et plutôt sur
oui, des décodages, on va dire, et la lecture entre les lignes. On a beaucoup aussi d'éléments qui sont plutôt des éléments symboliques. Donc bien entendu, on reste à ce qu'on a vu ici. On va prendre la suite du livre, les amis, parce que là, hop, ils s'étaient arrêtés en plein milieu. Donc il faut que je vous retrouve où c'était. Donc on a, voilà, les gemmes diverses. La Kabbale enseigne une doctrine absolument unitaire. C'est ce qui constitue sa puissance métaphysique et scientifique stupéfiante pour qui ne l'a point étudiée. La Kabbale est basée sur cette idée. Toutes les lettres naissent d'une seule, Yod, dont elles expriment tous les aspects. Ça, on l'a vu déjà avec Lena Blavatsky, il me semble. Je vous rappelle qu'il y a le sondage actuellement sur le prochain livre à lire. On a eu beaucoup de votants, j'étais très étonnée de la 2e place d'ailleurs. Mais on va bien sûr enchaîner sur Papus avec l'explication de la Kabbale. Donc ceux qui souhaitent compléter justement la lecture avec ce livre-là, n'hésitez pas. Ça va être le prochain livre de la chaîne qui va sortir normalement d'ici 10 à 15 jours. Or, Yod signifie l'unité universelle, la force identique. Les multiplicités apparentes de l'univers se résolvent toutes en cette unité, dont elles ne font qu'exprimer les diverses transformations. En alchimie, l'unité est analogiquement représentée par un point. Là, il met un point. Tous les nombres dérivent de l'unité et ne sont que des aspects différents de l'unité toujours identique à elle-même. C'est du point que naissent toutes les figures géométriques. Et toutes ces figures ne sont que des aspects différents du point. Entre parenthèses, Papus, traité méthodique de sciences occultes. Oui, je sais, je le dis souvent, mais on le fera celui-là. 2 sera représenté par la ligne tiret, donc un petit tiret horizontal. La première figure à laquelle le point donne naissance est la ligne, et 1 donne naissance à 2. L'actif, donc à chaque fois, vous voyez, il met entre guillemets, enfin pas entre guillemets, mais en italique. Le point, c'est en italique, 2 en italique, l'actif en italique. L'actif sera représenté par la direction verticale. Donc là, il nous remet une petite ligne donc verticale. D'accord, un tiret vertical. Le passif par la direction horizontale. Donc on a à nouveau le petit tiret horizontal, qui d'ailleurs est le même, visuellement, que le numéro 2, que le 2, on vient de voir. Le ternaire réunissant les opposés 1 et 2, est représenté par le triangle. C'était évident pour vous, donc 3. 3 égale un triangle. Mais à partir du nombre 3, les chiffres recommencent l'universelle série. 4 est une octave différente de 1. Ce seront donc les combinaisons des termes précédents qui représenteront les autres figures. Donc, je sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression qu'il est en train un peu de nous apprendre finalement les symboles alchimiques. Donc, on se rappelle les amis, pour mémoire, donc le point, pour qui démarre de tout, on a le petit tiret pour le 2, l'actif, petit tiret pareil, petit tiret vertical, le passif, le tiret horizontal, et pour le 3, le triangle. Et le 4, alors le quaternaire 4, 2 forces actives, donc 2 tirets verticaux, et 2 forces passives, 2 tirets horizontaux. Ce qui va nous donner, je vous le donne en 1000, allez, toi qui m'écoutes, tu as deviné, donc 2 tirets horizontaux, 2 tirets verticaux, c'est égal à quelle forme? Et oui, un carré. Un petit carré, mais on aurait pu très bien avoir aussi une forme de croix. Mais là, c'est un petit carré. Une production amenée par le 4 se détermine par un point central de convergence ou par la croix, image de l'absolu. Bon, j'avais pas tout à fait tort, c'est arrivé juste après. Donc là, on a le carré, et là, convergence ou par la croix, image de l'absolu, absolu avec un grand A, on aura une croix. La croix en alchimie nous indique donc la différenciation du centre unitaire, donc vous savez le point, en 4 apparences ou éléments. Lesquels sont ces éléments? Alors, vous savez bien s'il y en a 4. Et oui, l'air, l'eau, le feu, la terre se résolvant en la substance.
Substance avec un grand S. Au chiffre 5 répond, ce sera quoi le 5? Réfléchissez bien. Et oui, l'étoile à 5 pointes. C'est ça. On a l'étoile à 5 pointes pour le 5. Le 6, normalement, vous devriez trouver tout seul. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Peut-être pas complètement. Le 6 égale 3 plus 3. Ou les deux ternaires, c'est-à-dire donc les deux ternaires, donc on va avoir un triangle vers le haut, et le deuxième ternaire qui va être un triangle vers le bas. Donc c'est vrai qu'on pourrait avoir une étoile de Salomon, mais là pour l'instant il ne nous parle pas de ça. Il nous dit vraiment 3 plus 3, ou les deux ternaires, triangle haut plus triangle bas, l'un positif et l'autre négatif. Après si on les associe, là il n'en parle pas. 7, 4 plus 3, donc 4 plus 3 ou, alors là il nous a inversé, il nous a mis triangle plus carré. Donc triangle carré alors qu'il a mis 4 plus 3. Bon. Le ternel auquel se joint le quaternaire. C'est intéressant comme forme ça. 8 égale 4 plus 4. Donc les amis, carré, carré. D'accord? Donc le 8 c'est carré, carré. Le 7 c'est triangle carré. Le 6 c'était triangle vers le haut, triangle vers le bas. Oui, pour le 7 c'est bien un triangle vers le haut. Ça va, vous suivez, je vous embrouille pas trop. Donc là, 4 plus 3, c'est bien un triangle vers le haut et un carré. C'est juste au niveau du 6 où on a un positif et un négatif. Justement, je vous en parle parce que là, on va passer sur le 9. Le 9, c'est un 3 plus 3 ou 3 triangles. Triangle, triangle, triangle. D'accord? Ils sont tous vers le haut. Donc 9, c'est 3 triangles vers le haut. 10, le cycle éternel ou 0, enfin c'est comme un O, c'est un cercle fermé, vide. Rien à voir avec le point qui était plein. Donc 10, le cercle éternel qui est vide. Donc pour résumer les amis, on va reprendre ces comptes, comme ça on sera sûr. Donc le premier, donc on avait le point qui était plutôt représenté par le 1 qui était représenté par un point, le 2 qui va être représenté donc par une ligne horizontale. Ensuite on va avoir, alors le ternaire, vous vous souvenez, c'est un triangle vers le haut. Le quaternaire, ça va être le carré, excusez-moi, ou la croix. Et le chiffre 5, on a l'étoile à 5 branches. Le chiffre 6, 3 plus 3, donc un triangle vers le haut, un triangle vers le bas. Le chiffre 7, c'était quoi? C'était oui, un triangle vers le haut et un carré. 8, 2 carrés, 9, 3 triangles vers le haut. 10, un cercle vide. Voilà. Donc mes excuses pour les personnes les plus avancées, mais pensez que sur la chaîne, si on n'est pas sur la page membre aussi ici, on est en écoute libre. C'est justement pour peut-être informer aussi les personnes qui débutent. Et je trouve quand même que l'âge Olivier Castello, il est très abordable, donc profitons-en. C'est pas le cas pour tout, hein. On revient à Piob. Je vous rappelle sur la chaîne, un premier livre que j'ai lu, la clé des mystères, je crois, sur la chaîne. J'en ai encore un souvenir, c'était ma première lecture, et à l'époque, je me débrouillais encore moins bien qu'aujourd'hui, donc c'était pas évident du tout en termes de lecture. Donc là, franchement, merci Olivier Castello. On continue la lecture. Donc, telle apparaît la géométrie kabbalistique résumée, dont on a sans cesse besoin, soit pour les opérations magiques, soit pour lire couramment les auteurs anciens. Donc, vous avez bien compris les codages, je vous les ai mis dans un petit coin, et ça vous permettra peut-être de déchiffrer maintenant quelques chiffres. Il faut surtout bien se pénétrer pour comprendre la Kabbale. La Kabbale de l'unité du tout, de la substance qu'elle affirme sans cesse par ses analogies. Toutes les séphirotes ou nombres sont une seule et même force modifiée différemment suivant les milieux qu'elles traversent. Je vous confirme la chose, je suis en train d'apprendre l'hébreu et outre le fait d'apprendre juste une nouvelle écriture ou juste une nouvelle langue, je vous assure que ça a créé quelque chose de très particulier cette langue. Dans le sens où vous avez des symboliques sur chaque lettre est un symbole et vraiment ça
Je trouve que ça ouvre des champs, ça ouvre des portes. J'en ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Ce principe admis, nul ne pourra étudier les livres kabbalistiques sans en admirer la logique rigoureusement mathématique. Pénétrons à présent dans les explications du symbolisme des signes alchimiques. Les correspondances multiples, développées en quelques lignes, permettront à l'étudiant de suivre la méthode de l'hermétisme. Voici les principaux signes kabbalistiques en alchimie. Donc là, il nous met un triangle avec le soufre écrit au-dessus, le mercure à gauche et le sel sur la troisième pointe à droite. Le triangle exprime les trois principes, le soufre, le mercure et le sel. Les deux triangles s'embrassant, enveloppés par le cube, représentent la fusion du macrocosme et du microcosme, du fini et de l'infini, du haut et du bas, l'analogie présidant au mécanisme de ces deux plans. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La terre est le reflet du ciel, le monde le reflet du monde divin, la nature le reflet de l'astral et de l'archétype. J'ai déjà partagé quelque chose sur une vidéo à ce sujet, une expérience personnelle. Vous savez que si vous êtes sur une chaîne, commentez, alors attention, hein. Si vous voulez pas de commentaires, comme je dis souvent, hein, vous achetez le livre, ça bénéficiera aux auteurs et aux maisons d'édition qui ont publié, ou vous retrouvez sur internet, ou vous trouvez une autre lecture sans commentaires. Il y en a plein, il y en a en intelligence artificielle aussi qui sont très bien. Et vous pouvez trouver pas mal de choses. Mais en ce qui concerne tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas, pour ma part, je trouve qu'en 2025, j'ai enfin compris cette donnée. Une petite donnée comme quoi quand vous faites quelque chose sur le plan matériel, ça va se reporter sur le plan spirituel et inversement. Donc par exemple, si vous avez une recherche de quelque chose, vous pouvez toujours émettre l'idée et sur un autre plan, quelque chose va se construire. Je peux donner un exemple. Quelqu'un qui va être à la recherche peut-être de sa mémoire ou de ses origines, vous pouvez très bien partir, j'avais déjà donné cet exemple-là, sur une recherche généalogique personnelle, ici sur le plan matériel, et le fait de faire cette démarche, en fin de compte, vous allez peut-être grandir d'une autre façon de l'autre côté, au niveau spirituel, plus grandir, et peut-être obtenir des données. Je parle pas de vie antérieure, je parle pas de famille galactique ou quoi que ce soit, ceux qui me suivent, vous connaissez ma position là-dessus. Je parle vraiment de se réunir soi-même et de grandir et de devenir plus soi, plus conscient de qui vous êtes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Et quand vous comprenez cette forme de notion et que vous êtes à la recherche, c'est comme un peu un phénomène de triangle, c'est-à-dire que là, on y est, on a parlé du ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, donc peut-être en réunissant des éléments sur le plan matériel, vous allez pouvoir obtenir quelque chose sur le plan spirituel et inversement. Après, comme je vous l'ai dit, moi je suis plutôt expérienceuse, donc à ce niveau-là, je pense que tant qu'on n'a pas compris et intégré par un événement quelconque dans sa vie, cette donnée, ça va être difficile de comprendre ça, et pas de le comprendre, vous voyez, de l'intégrer complètement. Que vous êtes vraiment en relation avec ces deux plans et que vous pouvez en jouer. On a beaucoup de textes ici sur la chaîne sur la magie, en tout cas on va en faire beaucoup. Et vraiment, on est complètement dans cette même situation. C'est-à-dire que la maîtrise de certains éléments d'un côté, d'un certain plan, pas de matière, mais peut-être d'un certain plan éthéré, va permettre de concrétiser des choses sur le plan matériel et inversement. Donc, pour des recherches personnelles, vous pouvez tout à fait utiliser ça. C'est pas pour rien, on a aussi des plans psychologiques où on fait un puzzle, par exemple, et ça remet un peu les idées en place. On est un petit peu sur le même principe, ok ? Donc là, il conclut cette petite partie avec une étoile de David, donc l'étoile de Salomon, juste en dessous. Donc, il conclut pas, pardon. Il met cette étoile et on va prendre la suite du texte en parlant justement de ça. Cette figure nous montre à merveille le principe de l'involution des forces divines en la matière et de l'évolution de la matière vers les sphères supérieures. C'est là le sceau d'Hermès, le grand pentacle
ou sceau des sceaux, par lequel les alchimistes désignent les opérations les plus secrètes, les plus occultes du grand œuvre. Ce sceau est l'étoile à 6 pointes. Cette étoile représente la réunion des 4 éléments, le feu, l'eau, la terre, l'air. En philosophie hermétique, elle résume le premier aphorisme d'Hermès Trismégiste. Il est vrai, sans mensonge, certain et très véritable. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, pour accomplir les miracles d'une seule chose. Ici, il met entre parenthèses Ed Bliss, symbolisme de la maçonnerie d'York. Le sceau d'Hermès, ou étoile à 5 pointes, n'est pas toujours entouré du cube, qui représente la perfection de l'œuvre. Le soufre, le sel, le mercure s'écrivent ainsi. Donc là, je vais vous mettre les symboles. Voilà, donc ici, vous avez les symboles, donc soufre à gauche, le sel au milieu et le mercure à droite. Comme correspondance essentielle, nous indiquerons de suite que le soufre, alors là on a avec une flèche qui part vers la droite sur le haut, égale terre. On a à nouveau une flèche qui part dans l'autre sens cette fois-ci, égale force. Mercure égale eau égale matière. Le sel ou arsenic. La quintessence égale le sel égale mouvement égale éther. L'unité indique celle de la substance, de la matière, de la force, comme nous l'avons vu plus haut. Le binaire, les 2 pôles de la substance, force et matière, qui donnent naissance au 3e terme, le mouvement, c'est-à-dire la vie. Le ternaire, très important, s'adapte kabbalistiquement à la trinité alchimique ainsi notée. Donc là, je vais vous mettre les éléments. Donc on va avoir Père, Shin, donc la lettre hébraïque, soufre, le feu positif. En dessous, alors ça va être comme cette ligne-là, elle est associée à esprit, intelligence. Fils, là on a même, mercure, l'eau négative, donc la lettre hébraïque même. Ensuite ça va être associé au corps et à la matière. Ensuite on va avoir le Saint-Esprit, 2 points, donc Aleph, la lettre Aleph hébraïque, air, l'air, neutre, intermédiaire entre les deux et résultant de leur action réciproque. Âme, énergie. Alors, on n'a pas de virgule entre Shin, le soufre, même Mercure et Aleph, air. C'est pour ça qu'on a 2 fois air, l'air. Le ternaire se prête d'ailleurs à une quantité d'interprétations kabbalistiques dont nous tirons les plus nécessaires. Voir le tableau ci-dessous. Bon, là, je vais pas forcément vous le mettre, je vais vous le lire. Donc on a matière associée à l'énergie, l'intelligence, le corps associé au corps astral et l'esprit, le mercure associé au sel et au soufre. Donc pour être plus clair, chaque donnée est dans une colonne différente, c'est-à-dire solide fixe qui est associé à liquide dans une autre colonne et gaz volatile dans une autre colonne, liquide au pluriel. Monde, alors pour les mondes, on va avoir physique, astral, archétype, corporel, passionnel, intellectuel, plan physique. Je vais quand même vous mettre le tableau, ça se trouve vous l'avez déjà parce que j'ai changé d'avis, donc vous l'avez certainement avant. Voilà, c'est mieux comme ça pour moi-même. Monde, donc physique, astral, archétype, corporel, passionnel, intellectuel, plan physique, psychique, spirituel, monde, des faits, des lois, des principes, matière, force, esprit. Donc je pense que les colonnes sont associées aussi entre elles. On trouve ainsi que énergie égale corps astral égale sel. C'est-à-dire que c'est dans la même colonne. Donc, c'est-à-dire que on va aussi dire, donc il continue ensuite en disant matière égale mercure égale solide égale fixe. C'est-à-dire que ça se trouve dans la même colonne, donc pour lui c'est égal. Intelligence égale esprit égale soufre égale volatile, etc. Donc c'est-à-dire que chaque colonne, tout ce qu'on a dans chaque colonne va être associé
entre eux. Ça veut dire que ça va appartenir à la même chose. J'espère que je m'exprime bien. Après, mes excuses pour les alchimistes avertis, mais d'un autre côté, je pense que les alchimistes avertis peut-être vont lire peut-être autre chose, un peu plus poussé. Le quaternaire signifie les 4 éléments ou états de la matière. Alors, ici on va avoir terre avec l'étoile de Salomon et sur le dessous solide. Je vais vous le mettre. Donc sur la même ligne, terre, étoile de Salomon, eau avec le triangle bas, air, étoile de Salomon, feu avec le triangle haut, et en dessous, la terre associée au solide, l'eau associée au liquide, l'air associé au gaz, et le feu à la matière radiante, ce qui paraît évident. Le quinaire, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, au quinaire, terre, eau, air, feu, protyle, éther ou quintessence. Donc là, simplement, on le sait pour certains, je pense que vous le savez déjà, on a le 5e élément qui est l'éther qui se présente ici, éther et quintessence, souvent dans les talismans qui sont représentés par une étoile de Salomon à la pointe du talisman, c'est-à-dire en haut du double cercle, en haut au centre. Septénaire et octave, état supérieur encore de l'éther, mais hypothétique. Là seraient les atomes ultimes, constitués par la dernière particule éthérique, la plus légère, la plus tenue. Les autres états comporteraient des atomes composés de particules de plus en plus nombreuses, suivant d'ailleurs la théorie atomique que nous avons donnée. En somme, ces états constitueraient la raréfaction de plus en plus complète de ce que nous nommons la matière. C'est-à-dire que plus on monte, moins il y a d'états de matière. On arriverait ainsi aux dynamides simples, aux dynamides essentielles, centre de force par excellence, substance une, d'où, par transformation, proviennent les masses atomiques plus ou moins agglomérées, mais nous ne pouvons savoir encore si ces 7 états de l'éther sont absolus, au-delà du nombre 5 qui établit l'éther proprement dit. Ces études ont été tentées avec des sensitifs mis en état de somnambulisme. Leurs dires ne sont point confirmés encore. Entre parenthèses, voir l'article du Lotus Bleu du 27 février 1896. Alors, ils mettent 96, ça fait penser à 1996, mais non, c'est 1800. En somme, nous croyons que pour l'heure, on peut s'en tenir à la théorie générale émise, basée sur le tourbillon éthérique vortex polarisé qui serait presque l'atome ultime. Quant à l'atome chimique, on doit le concevoir comme résistant seulement aux pressions de l'éther, mais en réalité former des particules éthériques ou atomes premiers. L'éther contient en germe, en puissance, tous les éléments chimiques réalisables qui, en fin de compte, après l'involution, se résolvent par l'évolution. Entre parenthèses, il a double courant avec une flèche en haut, une flèche en bas. En éther, principe commun. Après avoir passé du plan solide au plan liquide, gazeux, radiant, entre parenthèses, évolution, analyse, ou inversement du plan éther au plan, radiant, gazeux, etc., involution, synthèse des éléments. Alors, je vais vous relire cette phrase, parce que avec les parenthèses, c'est pas simple. On va essayer de bien comprendre. L'éther contient en germe, en puissance, tous les éléments chimiques réalisables qui, en fin de compte, après l'involution, se résolvent par l'évolution en éther. Principe commun. Après avoir passé donc du plan solide au plan liquide, gazeux, radiant, évolution, analyse, ou inversement du plan éther au plan radiant, gazeux, etc., involution, synthèse des éléments. C'est mieux lu comme ça va. Mais des fois, le texte, mais moi-même, je comprends pas parce que c'est écrit d'une certaine façon assez particulière. Donc, en première lecture, c'est pas évident. Les alchimistes prêtaient et prêtent grande attention à la position des planètes lors de leurs recherches, car elles influencent les... ce mot-là, je vais être un peu embêtée avec YouTube. Vous savez, les substances à prendre pour être dans des états modifiés. Les matières,
par leur tourbillon magnéto-électrique. Nous n'avons point à entrer dans des détails à ce sujet. Le lecteur se reportera au traité d'astrologie pour les calculs délicats. Nous n'avons à nous occuper que de la correspondance des astres avec les corps principaux. Les états actifs et passifs étaient représentés par le Soleil et la Lune. Donc là, il met les deux symboles. Soleil et Lune. Donc Soleil, vous savez, c'est un rond avec un point, et la Lune, on voit la Lune. Leur action réciproque donne naissance aux 4 éléments figurés par la croix. Donc là, il met une croix, voire plus haut. Donc ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, on a le symbole de Saturne. Donc Saturne, c'est la Lune dominée par les éléments. Entre parenthèses, étudier le signe. Et ensuite, on va voir le symbole de Jupiter. Donc Jupiter, ce sont les éléments dominés par la Lune. Et ensuite, on va voir Mars, toujours avec son symbole. C'est la partie ignée du signe zodiacal du Bélier agissant sur le Soleil. Ensuite, Vénus avec son symbole. Donc vous savez, le rond avec la croix en bas. C'est le Soleil dominant les éléments. La synthèse de tous les signes précédents constitue Mercure, contenant en lui le Soleil, la Lune et les éléments. Donc ici, on va avoir le symbole aussi de Mercure, donc avec, c'est comme Vénus, donc le rond le plus en bas et il y a des petites oreilles au-dessus. Voici la correspondance du septénaire alchimique. Alors pour les petites oreilles, là, il le fait de cette manière-là, mais souvent, c'est un genre de petit arrondi, un demi-cercle qui est à l'envers sur le rond. Mais ici, il met 2 petites oreilles de lapin. Voici la correspondance du septénaire alchimique, les métaux principaux avec les planètes. Alors, on va avoir l'or, forcément avec quoi les amis, c'est simple. Oui, avec le Soleil. L'argent, avec quelle planète? La Lune. Le mercure, forcément les amis, avec le Mercure. Le plomb, avec Saturne. L'étain, avec Jupiter. Le fer, ça c'est connu aussi, avec Mars. Et le cuivre avec Vénus. Très intéressant aussi, vous savez, ça c'est si vous voulez faire des talismans. Le savant kabbaliste Édouard Blist a condensé en sa magistrale étude que nous avons cité, donc le symbolisme de la maçonnerie d'York, le symbolisme de la chimie kabbalistique. Désolée, je suis un petit peu malade encore, donc c'est pas toujours évident à lire. Nous devons résumer cette question si bien traitée pour les lecteurs de notre ouvrage. Le rouge figure la couleur emblématique du soufre des philosophes. Alors, faut savoir qu'à chaque fois, maçonnerie, philosophe, il met pas le mot en entier. C'est toujours MAC 3 points et philosophe 3 points. PH 3 points. Le blanc, la couleur du mercure des sages, et principalement de la quintessence qui est composée des parties les plus actives des corps. Bleu, symbole de l'eau alchimique. Sang, la médecine alchimique qui guérit la lèpre. Eau de sang, eau exaltée, le mercure dans l'opération de la médecine de premier ordre, c'est-à-dire pendant qu'il se purifie par lui-même avant de parvenir au blanc, la préparation de l'eau de sang constitue la première opération du magistère. Jour équivaut au jour de la Genèse, il signifie le temps de la digestion hermétique. 5. Le nombre 5, moitié ou centre de 10, nombre décomposé est le symbole de la quintessence universelle dont l'hiéroglyphe est l'étoile flamboyante. 10. Unité suivie du zéro, l'alpha et l'oméga, la synthèse parfaite, l'absolu. Ternaire alchimique, sel, soufre et mercure. Novaire ou triple ternaire de la Kabbale, Keter, Bina, Kokma dans les mondes divins, l'esprit, l'âme et le corps dans le monde humain, le gazeux, le liquide et le solide dans le monde matériel. Binaire, le fixe et le volatile, la solution et la coagulation, la matière et l'esprit, le bien et le mal. 3 mondes archétypes ou divins. Alors 3 mondes archétypes ou divins. Astral des éléments. Donc vous comprenez là qu'il est en train de nous faire comme un dictionnaire. En fait, il nous donne les éléments, il nous donne les expressions et il nous explique ce que c'est.
Donc 3 mondes, 2 points, archétype ou divin, astral des éléments. Depuis tout à l'heure, c'est ça. Feu central de la nature, Inri. Vous savez, le Inri, on l'a souvent sur des gravures, tout en haut en général. On l'a même aussi sur des gravures catholiques. Dans le monde des éléments, ésotérisme de ce monde, Igné, Matura, Rénovateur, Integra. Donc c'est ce que veut dire Inri. Donc Igné, Natura, Rénovatur, Integra. Donc feu central de la nature. La nature entière est renouvelée par le feu. Ode ou astral. Dans le monde des orbes, entre parenthèses, le serpent astral en est l'ésotérisme. On est toujours dans le même paragraphe là. La parole, donc le tétragramme, Yahvé. Dans le monde divin, donc Yod et V. Ésotérisme, Yod, esprit mâle, égale soufre. He, donc la lettre He, substance passive égale mercure. Vo, union féconde des 2 principes égale azote des sages. He, fécondité de la nature égale le sel. Ce mot est le mot hermétique par excellence. Vous l'avez un peu dans toutes les sociétés secrètes aussi, le tétragramme. Donc, ce mot est le mot hermétique par excellence, définissant le grand arcane et de la nature, la force, la matière, l'énergie. Voir le tarot alchimique qui le développe. Ça, ce serait pas mal de le faire aussi. Exaltation, donc nouveau mot, veut dire en alchimie purification, perfection, pierre exaltée. C'est la poudre de projection parfaite. Ensuite, on passe aux 12 opérations alchimiques de l'œuvre. Alors, c'est parti. On va avoir déjà le signe du zodiaque et l'opération associée. D'accord? Donc on va tous les passer un par un. Là, on a surtout des définitions finalement sur cette partie de premier chapitre, pour l'instant en tout cas. Signe du zodiaque. Donc en premier, on va avoir le bélier. Le bélier qui est lié à l'opération, la calcination, putréfaction, matière au noir. Donc à chaque fois, il nous associe le symbole. Deuxièmement, le taureau. Taureau, c'est la congélation égale coagulation. Troisièmement, le gémeaux, la fixation, cuisson de la matière pétrifiée. Quatrièmement, cancer, la dissolution, réduction d'un corps en sa matière première. Cinquièmement, lion, la digestion, préparation à la dissolution. Sixièmement, vierge, la distillation, circulation de la matière appelée rubis. Septièmement, balance, la sublimation égale purification de la matière. Huitièmement, scorpion, la séparation égale effet de dissolution d'un corps par son dissolvant. Neuvièmement, le Sagittaire, l'incinération, l'opération préparatoire à la multiplication. Dixièmement, le Capricorne, la fermentation, la séparation du soufre avec le sel. Onzièmement, le Verseau, la multiplication, renouvellement des opérations avec des matières exaltées. Douzièmement, le Poisson, la projection égale la transmutation. 21, 3 fois 7, donc là on passe sur autre chose. Donc la définition, donc 21, 3 fois 7, représente le symbole le plus caché de la matière cuite et digérée au blanc parfait. C'est le nombre de la réalisation qui demande un travail de 21 jours. Donc, là on a un tiret, donc 21 entre parenthèses 3 plus 7 donne 10. Symbole de l'alliance de l'être et du non-être. Donc être il met 1, non-être il met... Alors c'est non-être, il met 0. Donc l'alliance entre le tout et le rien. Alliance du tout et du rien. Comme symbolisme général, nous savons que les 2 chérubins qui couvraient l'arche sainte de leurs ailes, les 2 tables de la loi données à Moïse et qui s'y trouvaient encloses, symbolisaient le mâle et la femelle de l'univers, le père et la mère alchimique, le soufre et le mercure, l'actif et le passif, le volatile fixe, c'est le fixe volatile, le chaud-froid, la force matière. Les chérubins forment la synthèse des 4 animaux kabbalistiques. Donc,
le lion, symbole du fixe, du soufre, l'aigle, du volatile et du mercure, le taureau, hiéroglyphe de la matière du Géo, donc grande œuvre. Pareil, on a G, 3 points, O, 3 points. L'homme, emblème du fixe, entre parenthèses, étudier l'Apocalypse à ce point de vue. Je vous l'avais proposé aussi sur le sondage. Et c'était vraiment l'étude, c'est-à-dire la traduction du texte en latin, et après aussi le point de vue de l'IA, ça aurait pu être bien. Mais c'est arrivé en dernier, il y en a 2 autres qui sont arrivés bien plus haut. Donc, et ce qui est rigolo, donc on avait bien la Kabbale par rapport à Pappus, la Kabbale de Pappus, et en deuxième est arrivé Sainte Rita. Et oui, la vie de Sainte Rita, je pensais pas du tout que ça allait intéresser quelqu'un. Et c'est arrivé en deuxième. Donc, l'homme, emblème du fixe, étudier l'Apocalypse à ce point de vue. Ces animaux symbolisent aussi le non incommunicable, Yod et Voé, Yod et V. Toujours tétragramme. Un des maîtres kabbalistes actuels, l'occultiste si connu Paul Sédir, présentait, introduction à notre ouvrage Iglozoïsme, l'alchimie, en ces termes concis, la meilleure signification des notions de l'alchimie traditionnelle. Pour manier la nature, il faut connaître son principe. Le centre est le point de départ de toute manifestation, de tout développement et de toute différenciation. Les centres de toute chose proviennent de 3, et ces 3 proviennent de l'un. Là, il met en annotation la grande loi, en effet, s'inscrit unité 1. Départ de l'unité, multiplicité 2, retour à l'unité 3. Ça, c'est sa petite annotation. Toute chose en scène paracès contient sa forme, sa nature cause de la forme, et son germe qui est l'humide radical, le baume du mercure contenu dans les 4 éléments. Voilà, ça va être tonique les amis, parce que maintenant il commence à mettre les symboles de plus en plus dans le texte, donc il va falloir deviner à quoi ça se réfère. Le germe d'une chose ou sa semence est appelé mercure à cause de sa fluidité et de son adhérence. C'est une vapeur humide possédant une chaleur interne qui est évertuée au sein des 4 éléments par l'action du centre de la nature ou archer. La semence d'un corps n'est que 1/800 de son poids. Le principe d'individuation des choses est la force de concentration, d'astringence qui resserre autour des centres les divers matériaux qui nagent au sein des eaux primordiales. Ces eaux sont le miroir où vient se refléter la grande Trinité divine. C'est à leur sein que sont contenues toutes les potentialités de l'univers. Leur base est l'élément ultime, la quintessence forme suprême de la substance. Au sein de cette mer, informe joue la force d'attraction à laquelle s'oppose la force d'expansion. De leur lutte naissent l'éclair ou le feu produisant, par sa chute, la sécheresse de l'élément terre et par son action sur la grande matrice, une émanation aérienne dont la résolution produit l'eau élémentaire. Le soufre, c'est l'âme lumineuse des choses, leur principe interne. Le premier temps de leur ternaire générateur. À la fois céleste et terrestre, père de toute spiritualité, de toute corporéité, père des métaux et leur transmutateur, père des êtres, il contient l'eau et l'huile, les propriétés célestes et terrestres. Caché dans le centre de l'humide radical, il est couvert d'une écorce dure qui détruit la putréfaction. On lui donne la forme d'un aigle volant et on l'appelle ferveur sèche, chaud, inné. Il est la force animique, l'énergie intellectuelle. Le sel. Le sel mixte, coagulé ou terre rouge est la forme du corps, l'aspect sensible, l'ipséité, le fixe impondérable, qui tend au repos central. Il correspond à l'élément terre.
J'ai la voix qui faiblit beaucoup les amis, j'espère que ça va aller. En fait c'est un carnage au niveau du montage, j'ai dû couper, remettre, c'est un carnage. J'ai la voix qui s'affaiblit à chaque fois donc je suis obligée de reprendre. Je vous dis pas, là sur 1 heure d'enregistrement je vais passer presque 2 heures. Le mercure des philosophes. Pareil, mercure des pH 3 points. Avec toujours son symbole. Donc le mercure est la force vibratoire universelle, le fluide sonique. Le point de génération du mercure est la force astringente. Il se manifeste par le choc des mouvements rectilignes dans l'eau universelle. La loi du mercure est le sénère, entre parenthèses triple binaire ou double ternaire. Son schéma, le caducée, exprime ses propriétés. Il a été nommé azote, magnésie universelle, l'androgyne ailé et barbu, dissolvant universel, aobe, etc. C'est dire dit très bien que l'alchimiste doit donc agir sur l'âme des corps, sur leur faculté d'adaptation de l'interne à l'externe et de l'externe à l'interne, par laquelle ils vivent, et qui s'appelle le mercure des philosophes. Eliphas Lévi exprimait ainsi le problème hermétique. Accumuler et fixer dans un corps artificiel le calorique latent de manière à changer la position moléculaire de corps naturels par leur amalgame avec le corps artificiel. Alors on a une petite annotation. L'analogie nous démontre en particulier que le jeu des atomes est semblable à celui des planètes. Les atomes doubles, les molécules diatomiques, tri, quadri, pentalomiques représentent les systèmes planétaires composés gravitant autour d'un centre, un soleil. Le mécanisme des molécules, tournant l'une autour de l'autre, est aussi le mécanisme des étoiles, des amas stellaires. Donc les groupements moléculaires formant des corps, des figures, les astres doivent dans l'espace tracer des corps inconnus de nous, des cristallisations diverses. La même loi régit le macrocosme et le microcosme. Point d'exclamation. On revient au texte. Le calorique est renfermé dans le mercure des philosophes, et l'on verra au chapitre postérieur, 3e partie, que, une fois ce ferment trouvé, on le fait agir sur l'argent, puis sur l'or préparé, ce qui donne 2 autres ferments, et la coction de ces 3 ferments dans le fourneau produit la pierre dans son premier état. Un des traités les plus profonds et les plus symboliques sur l'alchimie kabbalistique est celui de l'Ash Nézareth, du juif Abraham, reproduit par Eliphas Lévi dans la clé des grands mystères. Par malheur, l'on ne possède plus que des fragments de ce livre qui donnent des renseignements précieux sur les grands secrets de la philosophie hermétique. Nous allons l'analyser en quelques pages car on y trouve de multiples conseils qu'il faut méditer pour parvenir à la connaissance de la pierre. Vous qui aspirez à l'accomplissement du grand œuvre, soyez grand et simple comme Élisée. Ce que vous voulez, c'est une royauté et non un brigandage. Vous devez guérir et non usurper la richesse. Sachez maintenant que les mystères de la Sainte Kabbale sont aussi les mystères de la nature et que les secrets emportés d'Égypte par Moïse ne diffèrent pas de ceux d'Hermès. Nous voyons nettement ici les origines de la science hermétique. Elles remontent au temps antique de la Chaldée et de l'Égypte, puis fut transmise aux Hébreux, et de là se répandit par le monde afin d'illuminer plus tard quelque peu la Grèce, mais restait toujours l'apanage de quelques initiés tels que les Rose-Croix, les Templiers, les alchimistes. Poursuivons nos aperçus. La racine métallique universelle correspond à Kéter kabbalistiquement. Elle se trouve cachée dans tous les métaux, elle est démontrée par ses diverses formes. Saturne, le métal noir, le dernier et le premier des métaux, correspond à Kokma, à cause de sa pesanteur et de sa nature opaque et terrestre. Il est appelé le père qui dévore ses enfants, mais il en est un qu'il ne dévorera pas lorsqu'on lui aura donné à la place la pierre rouge et verte qui est le véritable abadir. Ici, on va avoir un symbole de l'antimoine, je pense que c'est ça,
caractère. Vous savez, c'est le rond avec le plus au-dessus, on l'a eu aussi plus haut. Donc ce symbole-là, plus 33, ce symbole-là, 33, donc collé. Donc je dirais l'antimoine 33 philosophique ou terre philosophique. Vous me reprenez si c'est... Parce que j'arrive pas à avoir de données sur ce symbole plus précises. Mais entre parenthèses, il met quand même antimoine ou cinabre. Ensuite, on a Jupiter l'éteint à la chevelure blanche est le correspondant de Jupiter et de Bina. Il détrône son père et s'empare des foudres du ciel. C'est un juge sévère et lorsqu'il parle, c'est avec une voix stridente. La lune correspond à Chesed, à cause de sa blancheur et de ses usages. Mars, le fer est le microprosope des métaux. C'est le cerf en pain de la Kabbale métallique. Alors peut-être cerf en pin, je ne sais pas. Alors cerf, ça s'écrit S-E-I-R et plus loin en pain A-M-P-I-N. Il correspond à Tiferet à cause de son éclat, de sa vigueur et de ses triomphes. Il est fort, il est beau comme Mars. Netza et Od sont représentés par le laiton rouge et le laiton blanc. Airain et cuivre, métaux androgynes qui sont deux en un et figurés par les colonnes Jacquin et Boas du temple de Shlomok, je pense, Shlomo ou Sklomo. C'est S majuscule C-H-L-O-M-O-H, comme ça on est tranquille, désolé pour les expressions. Yesod est le mercure, le générateur et comme le sperme des métaux. Malkout est la lune des sages, donc là il met en annotation pour lune argent. Alors là on a le triangle inversé philosophique, donc ça il nous met en annotation l'eau philosophique provenant de la dissolution du mixte. Et ensuite on va avoir le triangle vers le haut où il nous met le feu du soleil. Je pense que c'est du soleil parce que c'est que des symboles, donc là pour l'instant soleil ou or. La femelle du serviteur rouge. Voyons maintenant comment l'auteur symbolise les couleurs de la matière dans l'Athanor. Je te ferai visiter, Daniel, dans la fosse aux lions. Il y a 3 lions dans la fosse. Le lion vert, en annotation il met la matière fixe. Le lion noir, mixte, en annotation. Et le lion rouge, et là on aura matière volatile en annotation. C'est assez dur à lire parce qu'il y en a partout là. Le nom commun du lion se trouve exprimé dans les paroles de Jacob, dont le nombre est 209. Et en ajoutant l'Aleph, donc la lettre Aleph, du Sefer Jézira, c'est-à-dire l'unité intelligente, vous avez le nombre de Naham le Syrien. Le Vénus, donc cuivre, il met en annotation, l'épreu de la nature et le soufre philosophique, avec son symbole. Donc, le lépreux de la nature que le soufre philosophique doit purifier 7 fois. Mais comme tu ne dois point t'arrêter au mercure, vulgaire, qui est un sperme avorté et mort du règne métallique, prends le moindre nombre d'Aria et de Naham. Ici, on va avoir comme un calcul, on a 210, avec posé dessous 1 et 2, un grand tiret et 3. Donc on voit bien que 210, de toute façon, en numéro, on arrive à 2 plus 1, ce qui nous fait 3. Et le moindre nombre de Keter qui se traduit en nombre par 21, 2, 1, avec un résultat de 3. Et tu sauras alors ce que c'est notre lion. Que le lecteur veuille bien se reporter à notre étude sur le tarot alchimique, il établira les rapports que nous ne devons point exprimer autrement. Les mots lionceau et verdeur ont le même nombre 310 qui donne 4, c'est-à-dire la 4e voix du Sefer et le 4e signe de l'alphabet sacré. Entre parenthèses, 5e chapitre du tarot alchimique. Je pense que la Kabbale, ça va être très intéressant en complément à ce livre.
Nous attirons l'attention sur cet extrait d'une importance capitale pour l'essai du grand œuvre traditionnel. Réunis maintenant toute ta pensée pour comprendre le mot qui signifie le lion féroce, le lion vainqueur des lions. Il est appelé, donc là on va avoir, attention je vous lis dans le sens hébraïque, dans l'autre sens, donc Lamed, Kaf, Yod, Aleph. Donc ça donnerait El, Ra, Yo. Je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que quand on apprend l'hébreu, on a des petits points en dessous qui donnent les voyelles. Donc là, ce sera le L, le R, le Y et le Aleph qui est plutôt une syllabe A, toute simple, ou E. Au livre des proverbes, donc il est appelé ces 4 lettres au livre des proverbes, et le nombre de ces 2 noms est 43, qui décomposé et additionné donne 7 comme le nombre 106 du mot. Donc là on a un autre mot en hébreu, ça va être Kaf, Yod et Dalet. Le métal ou le métalloïde central qui est l'aimant de l'aour métallique, le serviteur à la crinière rouge dont le nom est Fed ou Plombaya et que tu dois reconnaître par le signe, donc ce fameux signe antimoine, donc qui est Fed ou Plombaya, que tu dois reconnaître par ce signe, donc le cercle, c'est Vénus inversée, donc cercle avec un plus au-dessus. Les analogies se poursuivent ainsi, rattachant le soufre au léopard de Daniel, indiquant les produits intermédiaires entre les sels, etc. Nous ne pouvons analyser phrase par phrase l'H Mézaref. Cela nous entraînerait dans des détails trop particuliers, puis ce volume, relevant de la haute initiation hermétique, ne saurait s'expliquer. On ne communique point aux hommes la lumière intrinsèque de l'initiation. Ça, c'est vrai. Il faut... C'est en lisant ces textes anciens ou en pratiquant certaines choses que vous allez comprendre, mais pas comprendre avec le cerveau. C'est quelque chose qui va être établi en vous. C'est pas du tout comme à l'école et on comprend un théorème ou on comprend tout simplement un exercice de maths. C'est quelque chose qui se déclenche à l'intérieur. Il faut que l'appelé y parvienne en soi, vous voyez ce qu'il dit, individuellement, c'est-à-dire par ses propres efforts, et il est alors l'élu. Oui, quelqu'un qui vous explique, vous n'allez pas faire ce travail d'intégration. Alors que si vous allez comprendre par vous-même, vous allez faire ce travail d'intégration. Mais nous nous arrêterons cependant sur les grandes lignes afin de soumettre aux étudiants alchimistes les principaux enseignements de la Kabbale métallique. Alors là, on va bien rigoler les amis, c'est bourré de symboles, ça va m'entraîner un petit peu pour tout voir. Voici le conseil au sujet du soufre. Alors c'est soufre essentiel, excusez-moi, c'est pas soufre, je vois le symbole, mais c'est soufre essentiel dans la science des minéraux. Pour l'instant ça va parce qu'il met en annotation le nom des symboles. C'est histoire qu'on s'entraîne un peu. Ce principe se réfère à Bina à cause de sa chaleur et dans la décade de Bina, il est représenté par Géboura ou, je pense que c'est soleil, nommé Charouz, c'est juste un cercle, donc ça doit pas être soleil. Si soleil c'est aussi un cercle. Charouz dont le nombre réduit est 7. Et là on voit à nouveau ce symbole donc de l'antimoine et un tiret sur la droite. Donc ce symbole qui était, il nous a expliqué tout à l'heure, Plombaya, qui est le fameux symbole de l'antimoine aussi. L'arcane de la science doit être Charouz, c'est-à-dire un soleil, un or aussi, parce que soleil c'est or, déterré avant sa parfaite cuisson. Celui-ci est le soufre qui donne la couleur ignée pénétrante et changeant les métaux impurs tels que, pareil encore une fois, alors là c'est bon, il me dit mais vraiment l'antimoine, avec l'or, soufre avec triangle vers le haut, feu, pleuvant sur les métaux immondes, tu dois excaver le soufre, excave-le donc des antimoines, non, des os, pardon, escave-le donc des os, excusez-moi, mais là il n'y a que des symboles, escave-le donc des os, et tu obtiendras donc feu de l'eau. Si ton sentier est droit devant le Seigneur, le fer surnagera sur l'étain.
Donc là, on a les symboles de Jupiter sur c'est toujours pareil. Là, il va falloir, non, alors c'est pas Jupiter, c'est Mars sur Jupiter, pardon. Va donc au Jourdain avec Élisée. Mais qui racontera le Guébourat du Seigneur? Plusieurs cherchent, d'autres souffrent. Mais celui qui est entré dans l'enclos des sentiers réservés aura la vraie intelligence, car les soufres de l'ode et de l'antimoine, dont l'extraction est enseignée par plusieurs, est facile. Ainsi de l'or, du fer et de l'antimoine, lesquels après les tonnerres sont recueillis au moyen d'un soufre changé en... Alors là, on a 3 cercles, un petit peu en forme de pyramide triangle inversé, donc il met huile philosophique. Le moyen esquissé d'extraire le mercure philosophique de l'ode et de l'antimoine ou arsenic consiste à dissoudre les métaux voulus, à les réduire d'abord en vitriol des sages, puis à quintessentier leur principe 1, lequel s'unissant par l'intermédiaire du vif argent aux vibrations subtiles du magnétisme électrochimique, peut se transformer par la volonté du mage en or, en argent, etc. Signé FJC. Donc là, normalement, c'est lui qui a signé cette annotation. Donc, l'huile de philosophe. Donc, on reprend. Ainsi, donc, de l'or, du fer et de l'antimoine, lesquels, après les tonnerres, sont recueillis au moyen d'un soufre changé en huile philosophique rouge, par le mélange du vif argent humide, ils sont la vraie teinture de la lune. Bon. C'est débrouillé, parce que là, j'avais pas d'annotation pour me dire quel symbole c'était, mais normalement, c'est bon. Ode, HOD, correspond à l'airain, au cuivre, au laiton dans la cabale naturelle. Le nom de l'airain possède un nombre identique à celui du serpent. C'est pour cette raison, dit Lach Mézaref, que le serpent d'airain de Moïse est l'emblème du règne androgyne de Vénus. Ici, on va avoir encore la planète Saturne, donc ça va être le plomb philosophique est encore de l'or blanc, car de lui provient l'argent. Si on sait le traiter suivant les procédés voulus, qui consistent en partie à le faire agir du salpêtre mélangé à du sable fin, naturellement on agit par chaleur progressive. Ce plomb possède le germe de toute chose. Mais la grande difficulté consiste à le préparer comme il faut. À propos de l'étain, faisons remarquer un curieux rapport kabbalistique et scientifique. Un des nombres kabbalistiques de ce corps est 194, qui, additionné suivant la Kabbale, donc 1, 9, 4, donne 14. 14 se réduit en quinaire 5, qui doublé fait 10, nombre analogue à celui de l'étain propre qui est 46. 6 plus 4 égale 10. Or, le poids atomique de l'étain étant 118, se réduit donc kabbalistiquement en 1, 1, 8, égale 10 également. Ceci mérite d'être pris en considération par les chercheurs. Définissons maintenant encore quelques rapports de la chimie kabbalistique. Le fer est attribué à Tiferet, le cuivre à Netza et Od, le vif argent à Yesod. Établissons ce tableau qui montre mieux ces corrélations. Ici, on va avoir une liste, donc triangle inversé vers le bas, c'est quoi les amis? C'est quoi? Je vais vous faire un quiz avec le symbole alchimique. Ça va être l'eau, vous savez, triangle vers le bas, donc eau visqueuse qu'éther, virgule, soufre. Sel ou soufre, kokma, virgule, Saturne, donc plomb. Ensuite, on va avoir Mercure, Bina, Lune, Guédoula, Soleil, Guéboura, Mars, Tiferet, et là, ça va être Jupiter, Nézak, Vénus, Od, et Saturne, Yesod. Le Saturne, le plomb, c'est plutôt le symbole du plomb. Le plomb et Saturne, vous savez que c'est le même symbole. Donc le plomb, Saturne philosophique, est appelé tout. Il contient en effet les 4 éléments.
Alors ça va être le feu, c'est le triangle vers le haut, ou soufre des philosophes, l'air diviseur des eaux, l'eau sèche et la terre du soleil, merveilleux. Il renferme aussi les 4 écorces décrites en Ézéchiel. Le mercure des philosophes possède un signe infaillible qui est le suivant. Dans une chaleur convenable, il se couvre d'une pellicule très mince à la vérité, mais qui est déjà un or pur et légitime, et cela en très peu de temps. Voyez la 3e partie de Comment on devient alchimiste, les expériences modernes de Strindberg, lesquelles confirment par l'expérience cet enseignement, entre parenthèses pellicule d'or sur ces préparations du soufre, fer et ammoniac. Nous conclurons en affirmant que le mercure universel est partout. C'est le principe de la matière, le menstru, le dissolvant universel, le fluide éthérique dynamisé. Le véritable adepte, c'est donc, réduisant les corps en leur quintessence suprême, les transmuter tous, car les ondulations astrales provoquent les positions ou les neutralisent. En ce précepte réside le secret absolu de la transmutation. L'adepte agit sur l'astral et ce qui fait sa puissance encore, c'est qu'il n'ignore point que la lettre tue et l'esprit vivifie. Ça, c'est vraiment écrit en gros, enfin, entre guillemets. Donc, là, on arrive à la fin de ce chapitre. Sur le second chapitre, le 2e, on aura le tarot alchimique. Donc finalement, on y arrive. Je pensais que c'était un livre différent. Et on va avoir encore pas mal de choses à voir. Donc c'était plutôt intéressant, j'aime beaucoup le style de Jolivet Castello, on a appris quand même pas mal de choses. Donc notamment là, on a été immergé directement dans les symboles alchimistes. J'espère que vous avez un petit peu suivi, c'était assez facile en tout cas. Et écoutez, sur ce, je vous dis à bientôt sur les vrais ésotériques anciens. À la prochaine vidéo. À bientôt, bisous les amis.